Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Rencontre. Une rencontre historique, un pas significatif, une nouvelle ère. Les médias du monde entier n'ont pas été avares de superlatifs pour décrire la rencontre entre Donald Trump et Kim Jong-un. Le sommet de Singapour marquait en effet le premier tête-à-tête entre un président américain et un dirigeant de la RBDC en exercice. Comment cette rencontre est-elle devenue possible alors qu'il y a peu de temps encore, les deux hommes échangeaient les insultes et faisaient craindre une guerre dans la péninsule? Et quels ont été les résultats concrets de ce sommet? Avant d'en discuter avec notre invité, je vous invite à revivre quelques moments forts de cet événement historique avec notre journaliste Sun Yang. Une poignée de main historique sous les regards du monde entier. Des discussions ont brisé la glace entre les deux vieux ennemis. Je me sens vraiment bien. Nous allons avoir une excellente discussion et je pense que le succès est énorme. Ce sera extrêmement réussi. C'est un honneur pour moi. Nous aurons une relation formidable. Je n'en ai aucun doute. Bien que nous ayons fait beaucoup pour arriver ici, le passé nous a semblé être comme des plumes sur nos membres et les vieux préjugés et pratiques ont fait obstacle à notre progression. Et nous les avons tous surmontés et nous sommes ici aujourd'hui. L'entretien individuel entre Donald Trump et Kim Jong-un a duré 41 minutes, puis leurs conseillers les ont rejoints pour une réunion bilatérale élargie. Les dirigeants ont signé un accord conjoint qui contraint la RPDC à œuvrer pour la dénucléarisation. Le président Kim et moi-même venons de signer une déclaration commune dans laquelle il réaffirme son inébranlable engagement à une dénucléarisation totale de la péninsule coréenne. Nous nous sommes également mis d'accord pour des négociations dynamiques afin d'appliquer l'accord dès que possible. Et il souhaite y parvenir. Les réactions internationales au sommet entre le président américain Donald Trump et le dirigeant de la RPDC Kim Jong-un ne se sont pas fait attendre. Le président de la Corée du Sud, Moon Jae-in, a regardé de Séoul le déroulement de la réunion. J'espère sincèrement, ainsi que tous les Sud-Coréens, que ce sommet sera un succès et qu'il ouvrira une nouvelle ère de complète dénucléarisation, de paix et une relation nouvelle entre la Corée du Sud, la Corée du Nord et les États-Unis. En RPDC, les nouvelles sur le sommet ont été diffusées à la télévision et dans les journaux. Dans la zone démilitarisée, le long de la frontière avec la Corée du Sud, un militaire se prépare à une nouvelle ère. Notre République a été sous la pression de grandes puissances par le passé, mais aujourd'hui nous montrons notre dignité au monde entier en tant que nation indépendante. Le Premier ministre japonais a également regardé attentivement le sommet. Je continuerai à chercher à résoudre des questions comme les enlèvements, le nucléaire et les missiles, et je veux faire de mon mieux pour que le Japon coopère résolument avec les États-Unis, la Corée du Sud ainsi que la Chine, la Russie et la communauté internationale. Le ministère russe des Affaires étrangères a publié un communiqué soutenant l'initiative du président Trump pour stopper les manœuvres militaires américano-sud-coréennes dans la région. Nous sommes convaincus que la cessation des actions provocantes est une étape importante vers la réduction des tensions autour de la péninsule et la création d'une confiance là-bas. L'Union européenne déclare quant à elle que les pourparlers sont un signe positif. Le sommet d'aujourd'hui entre les deux prouve que la diplomatie et le dialogue sont toujours le chemin à suivre. Aux États-Unis, les Coréens américains ont veillé tard pour regarder le déroulement du sommet. Aussi symbolique, historique et incroyable que soient ces images, nous reconnaissons cependant qu'il y a encore beaucoup de travail. Nous sommes donc pleins d'espoir et je pense qu'après tout ceci, je ne sais pas, j'en reste presque sans voix. Merci de nous retrouver. J'ai le grand plaisir d'accueillir aujourd'hui sur notre plateau deux invités. Monsieur Ding Yifan, vous êtes chercheur à l'Institut de recherche sur le développement du Conseil des affaires d'État. Et Monsieur Richard Ax, vous êtes correspondant du Paris Match en Chine. Bienvenue tous les deux sur notre plateau. Alors, comment faut-il interpréter la rencontre de Donald Trump et Kim Jong-un, Monsieur Ding? Je sais pas, parce qu'il y a un besoin réciproque, je pense. Et principalement, ce sont des besoins, personnellement, je pense que ce sont principalement des besoins de politique intérieure.
de la part de Donald Trump, il a un besoin énorme de calmer un peu le jeu à l'intérieur de son pays et il faut qu'il fasse une percée sur le plan diplomatique pour cela. Et il pense qu'il peut réaliser avec Kim Jong-un, donc le dirigeant de la Corée du Nord. Et la Corée du Nord a eu des difficultés très graves. On sait très bien qu'à cause de la sanction économique et financière depuis quelque temps, due aux décisions du Conseil de sécurité des Nations Unies. Donc tous les pays voisins, même la Chine, ils ont d'une certaine manière restreint ou appliqué mot à mot les sanctions. Donc cela a exercé une pression énorme sur la Corée du Nord et cette année, il paraît que le climat n'était pas favorable pour l'agriculture. Donc toutes les difficultés s'additionnent font que la Corée du Nord a aussi beaucoup de difficultés. Donc le dirigeant nord-coréen a besoin aussi de trouver un peu de souffle. Si la question c'est comment interpréter cette rencontre, moi je trouve que c'est une question très intéressante parce qu'on n'a pas vraiment la réponse. C'est-à-dire qu'on vient d'avoir la rencontre entre le dirigeant, le président du pays le plus puissant de la planète, encore aujourd'hui, notamment sur le plan militaire, et puis un petit pays économiquement qui n'allait pas très bien, qui s'en sortait avec la mise au point d'une bombe atomique, mais c'est quand même un pays à la fois petit, boycotté par le maximum de pays dans le monde. Alors évidemment la Corée du Nord, elle a besoin de sortir de cette situation. Ce qui est curieux, c'est que les États-Unis ont dit d'accord. Et ils ont accepté cette rencontre, enfin, le président Trump l'a accepté, de sortir de cette situation complètement bloquée. Et les États-Unis ont accepté que la Corée du Nord ne soit plus aussi isolée. Et de son côté, la Corée du Nord a fait un effort avec ce qu'elle a mise au point, c'est-à-dire cette bombe atomique qui n'est pas complètement au point, mais enfin, en tout cas, elle a une bombe atomique dont elle va se servir, dont elle s'est servie déjà pour se donner de l'importance. On en est là, on a un accord qui vient d'être passé, sur lequel, et ça va être dans toute l'émission, on n'a pas tous les éléments. Hein, c'est assez important. J'ai lu justement ce matin, je regardais ce qui était dit dans l'accord final, c'est que les États-Unis et la Corée du Nord associent leurs efforts pour bâtir un régime de paix durable dans la péninsule coréenne, et puis la Corée du Nord s'engage à travailler à une complète dénucléarisation de la péninsule. C'est assez flou. On en est là, on va voir. C'est évidemment une évolution extrêmement favorable. Mais ce qui est important, c'est qu'on voit que le sommet de Singapour, en fait, il marquait la première tête-à-tête entre un président américain et un dirigeant de la RPTC en exercice. Donc, comment interpréter cette première fois? Pourquoi c'est à ce moment-là qu'il y a cette première rencontre entre les deux dirigeants? Alors, on se souvient encore il y a peu de temps, les deux hommes échangeaient les insultes et faisaient craindre vraiment une guerre dans la péninsule. Est-ce que pour vous c'est une surprise ou pas? Ce n'est pas vraiment une surprise parce que lorsque Donald Trump est arrivé au pouvoir, il a déjà exprimé à plusieurs reprises l'intention de faire un miracle de cette crise nord-coréenne. Il l'avait déjà dit à plusieurs reprises. Puis, en plus, bien sûr, mais par moments, son intention a été interprétée de façon bizarre par le côté nord-coréen, où les propos de son entourage avaient provoqué aussi la colère des dirigeants nord-coréens. Et donc, à un moment donné, ils ont voulu interrompre le dialogue
Oui, ils ont menacé, et puis c'est pour ça que le président Trump avait signé même une lettre disant que on va annuler cette fois-ci, mais on va garder ce sommet en suspense. C'est-à-dire qu'on peut reprendre ça à tout moment si vous changez d'idée. Et puis, 2 jours après, les Nord-Coréens ont changé d'idée. Ça n'a pas pris beaucoup de temps. Donc, c'est arrivé. Donc, c'est vraiment, c'est comme dans un théâtre. Il y a eu beaucoup de changements entre-temps. Comme dans un théâtre, je pense que c'est exactement ça. La négociation, elle a dû être serrée sur la façon dont devait se passer la rencontre. Il y a eu un moment où probablement que Kim Jong-un a refusé certaines demandes américaines. Alors Donald Trump s'est moqué de lui en disant que c'était un petit gros. Et puis de l'autre côté, il y a un moment où Donald Trump a dû vouloir quelque chose que Kim Jong-un ne voulait pas. Alors il a dit que Donald Trump était un vieillard sénile. C'est quand même, heureusement que toutes les négociations ne se passent pas avec ce genre de qualificatif. C'est assez surprenant. Mais au résultat, c'est sûr qu'ils sont arrivés à un équilibre dans ce qu'ils demandaient l'un et l'autre. Et la réunion, c'est quand même l'essentiel, elle a pu avoir lieu. Après 70 ans où ça n'existait pas, où tous les présidents américains, enfin aucun président américain n'a rencontré un leader nord-coréen. Mais ils ont fait des efforts aussi. Il y a eu peut-être des efforts. À un moment donné, Clinton a failli rencontrer son père, Kim Jong-il. Kim Jong-il qui a rencontré Kim Dae-jung. Kim Jong-il voulait rencontrer Bill Clinton. Mais ça ne s'est pas fait. Ça ne s'est pas fait. À la dernière minute, ça a été arrêté parce que c'était au Moyen-Orient. C'était la crise au Moyen-Orient qui a empêché. Mais le terrain était préparé par les deux parties. Finalement, la crise du Moyen-Orient est arrivée et puis, en fait, Bill Clinton a trouvé qu'il y avait d'autres chats à fouetter. Donc, ça n'a pas eu lieu. En tout cas, là, ça a lieu. Ça a eu lieu. C'est ça. Mais en France ou au sein de la presse internationale, on voit que la réaction est quand même unanime de féliciter que voilà, c'est un pas significatif. Après, il y a des explications qui disent que oui, l'accord, on est encore au début, on ne voit pas clairement, mais la signification de cette rencontre est plutôt unanime dans la presse internationale. Oui, il y a beaucoup de doutes. C'est-à-dire que comme on n'a pas la teneur exacte de ce sur quoi ils se sont mis d'accord, on est obligé de... Enfin, la presse occidentale voit les manifestations extérieures, c'est-à-dire les deux hommes qui sortent ensemble de la réunion. Mais la gestuelle, ça se passe quand même passable. Elle est intéressante, la gestuelle. On voit qu'ils s'entendent, il n'y a pas de... En plus, de part et d'autre, les deux parties ont voulu montrer leur propre volonté. Avant d'arriver, Donald Trump a préparé un petit reportage sur la Corée du Nord. C'était très positif. Je n'ai jamais vu... On aurait pu croire que c'était un reportage de propagande de la Corée du Nord. Et c'est fait par les Américains sous la direction de Donald Trump. C'était très drôle. La Corée du Nord n'a pas fait la même chose que les États-Unis. Non. Mais c'est vrai qu'il y a dans la presse occidentale un intérêt pour cette rencontre qui est quand même assez surprenante. Oui, vu ce qui se passait avant. Oui, il y a une page qui se tourne et on n'a pas tous les éléments pour l'analyser. Il s'est passé quelque chose, c'est sûr. Il y a un virage. Ça, c'est la moindre des choses de le commenter, mais on ne peut pas aller beaucoup plus loin. On va voir comment ça va évoluer maintenant. C'est ça la grande question. Il y a un rapprochement. Si la Corée du Nord a des soucis, par hypothèse, avec le Japon, avec qui ça se passe pas toujours très bien, ou même avec la Corée du Sud, elle a maintenant à ses côtés, la Corée du Nord, les États-Unis qui peuvent intervenir. Elle n'est plus du tout dans le même rôle qu'elle était de repoussoir pendant des années. Maintenant, la Corée du Nord, elle peut s'appuyer un peu sur les États-Unis en cas de besoin. Tout ça, ça change complètement la perspective de l'Asie
la Corée du Nord est un acteur parmi les pays d'Asie, alors que jusqu'ici, elle était à part, c'était le mauvais sujet. Maintenant, elle va entrer dans la diplomatie de la région. Mais est-ce que vous êtes d'accord que finalement la raison de ce revirement, c'est-à-dire cette rencontre, est encore un peu floue, c'est-à-dire on ne sait pas exactement qu'est-ce qui a fait? Oui, on ne connaît pas très bien les raisons derrière lesquelles les deux parties ont décidé d'aller à cette rencontre et d'essayer de résoudre ce conflit militaire. En fait, c'était les États-Unis et la Corée du Nord. Ils sont seulement arrivés à une armistice, dont la guerre, théoriquement, n'est pas encore terminée. Et les deux parties ont exprimé leur volonté de terminer cette guerre. Et c'est déjà une très bonne volonté. En plus, il y a quelque chose qui est très positif, parce que juste après cette rencontre entre Trump et Kim Jong-un, les États-Unis ont annoncé qu'ils suspendraient les exercices militaires conjoints avec la Corée du Sud sine die. C'est-à-dire ça va s'arrêter et on n'a pas de plan de reprendre cet exercice militaire. Oui. Et du côté de la Corée du Nord, elle s'engage à ne plus faire de tests de missiles ni de tests de bombes atomiques. Ça aussi, ce sont C'est du concret. C'est ça, ce sont des trucs. Mais à lire, par exemple, la presse américaine, dans Washington Post, etc., il y a une voix qui dit que finalement, c'est la Chine qui a gagné. Pourquoi la Chine a gagné? Parce que ce sont des propositions chinoises il y a longtemps. La Chine avait proposé à la fois aux Américains et aux Nord-Coréens, d'abord aux Nord-Coréens d'arrêter les essais, d'arrêter les essais nucléaires et les tests missiles, et aux Américains d'arrêter les exercices militaires. Ce qui est censé être C'était la proposition chinoise. Et aujourd'hui, tous les accords qui sont arrivés, c'est ça. Ce n'est plus que ça. C'est ce qu'on appelle la double suspension. La double suspension, oui. Aujourd'hui, l'accord, c'est la double suspension. C'est d'autant plus impressionnant que la Chine s'est très peu exprimée sur cette rencontre. Oui. Trump, en tout cas, je trouve que dans tout ça, il a marqué des points. La presse américaine, elle a tendance à se demander si ce n'est pas une très bonne affaire, cette rencontre, pour la Corée du Nord. Oui, bien sûr, ça sort de son isolement. Mais ce n'est pas négatif non plus pour les États-Unis. Le président Trump, il va être en mesure de dire, notamment dans les élections qui arrivent en novembre, qu'il a fait évoluer ce dossier, alors qu'aucun de ses prédécesseurs n'y était arrivé, ou même n'avait essayé. Donc, enfin, à part Clinton un petit peu. Mais, donc, c'est pas négatif. Et puis, il va pouvoir surveiller, les Américains vont pouvoir surveiller comment se fait la dénucléarisation de la Corée du Nord. Ça ne peut pas se faire du jour au lendemain. Et donc, Kim Jong-un, il a devant lui des années où il va petit à petit diminuer la nucléarisation. En échange des garanties de sécurité. Tout à fait. Et puis d'échanges économiques aussi. C'est ça. Mais comment voyez-vous évoluer la situation dans la région, par exemple, les pourparlers à 6, il y a 6 pays qui sont impliqués, alors qu'en Asie, par exemple, la Corée du Sud a vraiment suivi la situation de près. Il y avait cette rencontre entre les deux présidents, le président nord-coréen et sud-coréen à Panmunjom, le village de la zone démilitarisée qui divise la péninsule peu avant. Donc, comment voyez-vous cette évolution? Il y a beaucoup de choses qui ont changé ces derniers mois. Oui, beaucoup de choses ont changé. C'est très difficile de dire comment on le voit. Simplement, sur la Corée du Sud et la Corée du Nord, on voit qu'il y a une demande de rapprochement. Mais les deux peuples ont besoin de se retrouver. Il y aura peut-être des accidents de parcours, des mésententes. Mais enfin, il y a un mouvement incontestable qui est lancé.
Du côté du Japon, il y a une certaine peur d'une réunification, par hypothèse, de la Corée, mais enfin, là, quelque chose est lancé qui sera très intéressant à observer, mais on ne peut pas, je crois, en dire beaucoup plus aujourd'hui. Simplement, les deux dirigeants se sont rencontrés, Corée du Sud et Corée du Nord. Visiblement, ça s'est bien passé. Oui. Donc, il y a une évolution qu'il va falloir observer. Elle n'a rien à voir avec ce qui s'est passé en Europe, parce que d'abord, ça se passe bien après. Il y a eu des années de glaciation, alors qu'en Europe, entre l'Allemagne et la France, après la guerre, il y a eu quand même une entente assez très vite. différent, oui. C'est pas le cas en Corée. Oui. Et quel est votre avis? Comment voyez-vous l'évolution de la situation maintenant en Asie? Entre le Nord et le Sud. Et en Asie dans son ensemble, par exemple. En Asie, il y a en fait un besoin de la stabilité, parce qu'à un moment donné, on disait qu'il y a une course aux armements en Asie, etc. Mais en gros, l'Asie est plutôt dans une période de développement économique très fort. En fait, on parle du XXIe siècle comme le siècle asiatique. Parce que si vous regardez l'économie par grande région du monde, mais c'est celle de l'Asie qui se développe le plus rapidement. Et donc l'Asie est devenue vraiment le centre du monde, de l'économie mondiale. Donc ça c'est favorable à la Corée du Nord. Dans cette période-là, ça veut dire que c'est bon pour la Corée du Nord si elle rentre dans une zone qui économiquement se porte bien. Oui, donc il y a besoin. Et bien en plus, par rapport aux autres peuples, etc., les Coréens présentent des caractères favorables au développement économique, parce que les Coréens sont travailleurs, les Coréens, oui, ils épargnent. Oui, c'est très asiatique, non? Très asiatique, confucéenne, etc. Donc, a vu le succès économique de la Corée du Sud, on peut penser facilement que si la Corée du Nord s'ouvre, il y aurait à peu près le même miracle économique. Avec cette particularité qu'il y a quand même une séparation entre les deux Corées qui est considérable. Je me souviens qu'au moment de la rencontre entre Kim Jong-il, le père de Kim Dae, et comment il s'appelait le Coréen du Sud, Kim Dae-jung. Il y avait des mots qu'il ne comprenait pas. C'est vrai. Parce que la séparation était telle entre les deux pays que les langues avaient évolué différemment. Oui. Mais les caractéristiques, les traits, enfin, en fait, ils se comprennent. Il y a un peu de différence dans le langage usuel ou dans le vocabulaire, mais mais en fait, la différence n'est pas plus grande que le français de France et le français du Canada, par exemple du Québec. C'est comme ça. Mais finalement, est-ce qu'on peut dire au moins qu'on a évité le pire scénario avec cette rencontre entre le président américain et le dirigeant de la Russie? Je pense que c'est un bon commencement. En tout cas, c'est un bon commencement. C'est une bonne augure pour en tout cas pour un allègement de la tension dans la région. Parce qu'avant ça, il y avait une tension, il y avait une menace de la part des États-Unis, il y avait beaucoup de choses qui se passaient. Mais tandis que là, avec cette rencontre, au moins, on peut espérer au moins une partie de stabilité et une réduction de tension dans la région. Mais au sein même des États-Unis, je pense qu'au retour du président Trump aux États-Unis, il pourrait y avoir une négociation très dure entre le président Trump et l'établissement américain, c'est-à-dire les élites politiques, etc. Parce que, en fait, son interprétation personnelle sur l'intention de la Corée du Nord n'est pas partagée du tout par des stratégistes américains. Oui, mais ce n'est pas uniquement parce que c'est la Corée du Nord, c'est parce qu'il y a une opposition assez systématique
aux États-Unis contre le président Trump. Là, ils ont trouvé un nouveau dossier avec ça, ce qui ne veut pas dire que ce qu'a fait Trump est forcément négatif. Vous vous demandez si on aurait pu aller vers un scénario catastrophe. Oui, dans l'absolu, c'est-à-dire que si la Corée du Nord avait continué à entretenir, à développer son arme atomique, un jour elle aurait pu la lancer sur le Japon ou sur la Corée du Sud. Ouais, mais non, parce que d'après les même plans, aux États-Unis. Non, d'après les plans, le but, en fait, l'ultimatum, c'était de lancer sur le Hawaï, sur l'île. Sur la Californie. Non, pour atteindre... Sur le sol américain. Je ne crois pas. Je crois qu'on serait resté dans une période de tension maximum. Donc on sent un soulagement maintenant. Oui, en tout cas, il n'y a plus ce risque, il n'y a plus cette question. Puisque Kim Jong-un a lui-même accepté de réduire et peu à peu de détruire son arme atomique. C'est quand même l'essentiel de cette rencontre. Ça dépend aussi de la réaction américaine. Et le président Trump a fait beaucoup de promesses. Mais est-ce que les États-Unis vont tenir ces promesses? Parce que le progrès de la paix et de la stabilité dépend aussi de la réaction des Américains. Parce que si, par exemple, le gouvernement nord-coréen s'engage à dénucléariser petit à petit ses armes nucléaires et ses fusils, et il faut que les Américains fassent aussi des gestes de bonne volonté, et de l'assurance de la sécurité, l'assistance économique, etc. Mais si tout cela n'arrive pas, et au contraire, il y aura une réaction plus dure, alors ça peut remonter, ça peut repartir. Alors ça, c'est le scénario catastrophe cette fois-ci. C'est intéressant de s'interroger un peu sur la suite de cette rencontre, un avenir proche ou un avenir lointain. Est-ce que, parce que j'ai lu beaucoup d'articles, il y a même des gens qui disent qu'il faut faire attention, que Donald Trump ne va pas annuler l'accord dans l'avion rentrant. Comme d'habitude. Donc, est-ce qu'il y a un risque que les choses vont être comme l'accord iranien, que les États-Unis vont dire ah tiens, ça ne marche pas, on va la différence, c'est que là, c'est une initiative de Trump. C'est comme lui qui a bien voulu se rapprocher de la Corée du Nord. On imagine mal qu'il vienne en arrière maintenant. Bien sûr, il faudra voir quel soutien il a aux États-Unis et quelles oppositions. Ça, bien sûr. N'empêche que je crois que la Corée du Nord est maintenant entrée dans une phase où il va falloir qu'économiquement les autres pays s'intéressent, les autres pays d'Asie en priorité s'intéressent à elle, à commencer par la Corée du Sud, qui a besoin économiquement de commercer davantage, d'élargir son marché, avec la Corée du Nord. Ça va être fondamental à mon avis. Ce qui va se passer, c'est sur l'angle économique qu'il va falloir le voir. En fait, la Corée est tout simplement, ou le problème nucléaire, quel que soit le problème de la Corée du Nord, c'est un levier des États-Unis pour contrôler la Chine, en fait. La Corée du Sud n'est pas la question, ou la Corée du Sud ou la Corée du Nord, c'est pas la question. La question, c'est la Chine. Et si on a un levier, on a un conflit là, les États-Unis peuvent toujours se servir de ce conflit pour déstabiliser la Chine. C'est ça. Toute la question est la Chine. La Corée du Nord, ce n'était qu'un prétexte, ce n'était qu'un instrument, ce n'était qu'un levier. En tout cas, ce n'est pas une question très simple et il faut attendre pour voir la suite. Alors, je vous remercie tous les deux d'avoir nous donné des éclaircissements et je vous remercie d'avoir suivi notre discussion. À la prochaine.